Le PDG millionnaire a acheté une robe de luxe et l'a offerte à sa servante la plus laide, pour l'accompagner à une réunion importante, sans imaginer qu'elle sauverait toute sa fortune. Thibault Morel, 37 ans, était l'incarnation moderne de la réussite impitoyable. Propriétaire d'une chaîne de prestigieux hôtels répartis dans toute l'Europe, il résidait dans un château à l'architecture futuriste, niché dans les collines paisibles en périphérie de Lyon. Le domaine, avec ses baies vitrées, ses jardins sculptés et ses allées silencieuses, ressemblait à un sanctuaire dédié à l'élite, un monde où chaque détail témoignait d'une obsession pour le contrôle et la perfection. Dans cet univers où le marbre remplaçait les sentiments et où le silence des couloirs valait plus que 1000 mots, Thibault régnait en maître absolu. Il ne connaissait pas les prénoms de ses employés, pas par oubli, mais par principe. À ses yeux, les visages du personnel se fondaient dans une masse interchangeable de silhouettes dévouées. Il exigeait ponctualité, discrétion, efficacité. Les erreurs étaient rares, les secondes chances inexistantes. Tout le monde redoutait son regard froid, calculateur, capable de glacer n'importe quelle tentative de sympathie. Parmi ces ombres silencieuses se trouvait Claire Dubois, 29 ans, assignée aux tâches ménagères les plus ingrates. Petite, les cheveux toujours attachés, vêtue de tenues austères, elle se fondait si bien dans le décor que certains employés l'avaient surnommée l'invisible. Elle n'était ni belle ni laide, juste quelconque, ce qui, dans ce lieu où l'apparence et l'allure comptaient plus que l'humanité, la rendait inexistante. Claire n'avait jamais élevé la voix. Elle marchait légèrement, nettoyait méthodiquement et répondait par des phrases courtes et polies. Elle semblait satisfaite de son anonymat, presque reconnaissante d'être ignorée. Mais derrière ses gestes discrets et ses sourires timides se cachèrent des pensées profondes, des souvenirs étouffés et une intelligence que personne n'avait pris le temps de deviner. Thibault la croisait sans la voir. Elle préparait parfois son café du matin, arrangeait ses chemises dans le dressing ou rangeait les documents sur son immense bureau de verre. Il ne lui avait jamais adressé un mot direct. À vrai dire, il n'aurait pas su dire depuis combien de temps elle travaillait dans la maison. Pour lui, elle faisait partie du mobilier, utile, silencieuse, et donc parfaitement satisfaisante. Les autres employés, eux, parlaient peu à Claire. Certains se moquaient d'elle à voix basse, la trouvant étrange dans sa façon de rester à l'écart. D'autres, plus indulgents, admettaient qu'elle faisait bien son travail, mais la jugeaient trop renfermée pour mériter plus d'attention. Aucune amitié ne s'était formée, aucun lien ne s'était tissé. Claire semblait vivre dans une bulle invisible que personne ne voulait ou ne savait percer. Un jour d'hiver, alors que le vent froid giflait les vitres du château, une réunion impromptue fut convoquée dans le grand salon. Thibault, entouré de ses assistants et d'un conseiller juridique, annonça un changement stratégique majeur dans l'entreprise. Un sommet d'investisseurs étrangers allait avoir lieu à Paris dans quelques jours. Il devait s'y rendre en personne, accompagné d'une cavalière, comme le voulait le protocole de l'événement. Rien de sentimental, juste une présence au dîner et aux discussions informelles. Une formalité mondaine, mais importante. Les rumeurs se mirent à circuler parmi le personnel. Qui aurait l'honneur d'accompagner Thibault dans ce voyage? Une attachée de presse? Une responsable administrative? La plupart s'accordaient à dire qu'il choisirait quelqu'un de présentable, peut-être même une mannequin embauchée pour l'occasion. Personne n'imaginait une autre possibilité. Claire, fidèle à elle-même, ne participa pas aux spéculations. Elle continua de nettoyer les vitres du hall d'entrée, d'aligner les livres de la bibliothèque et de faire tourner discrètement la machine à café. Pourtant, elle sentait quelque chose d'étrange flotter dans l'air, une tension silencieuse, comme un courant invisible avant l'orage. Ce même soir, alors que le château s'enveloppait de silence et que les autres employés regagnaient leur quartier, Thibault, seul dans son bureau, réfléchissait à un choix inattendu. Il venait de faire l'acquisition, lors d'une vente privée, d'une robe de haute couture d'une maison milanaise en vogue. Un chef-d'œuvre de tulle et de soie, que ses contacts mondains lui avaient vivement conseillé de montrer lors du sommet. Et soudain, dans un élan d'ironie calculée, il eut une idée qui le fit sourire. Il sonna son assistante. « Faites venir. Comment elle s'appelle ?»« La discrète, là. Celle du linge. »« Claire, monsieur ?»« Oui, voilà. Claire. Qu'on la fasse monter demain matin. J'ai une proposition à lui faire. » Pour la première fois depuis longtemps, un silence pesant envahit le bureau.
L'assistante acquiesça interdite, tandis que Thibault, satisfait de son choix, se versa un verre de cognac. Claire, elle, ne savait pas encore que le lendemain, le maître du château allait enfin prononcer son prénom, et que sa vie, jusqu'alors si discrète, allait prendre un tournant dont elle-même n'aurait jamais osé rêver. Claire fut réveillée à 6 heures du matin, par un appel sec sur l'interphone du couloir réservé au personnel. Une voix impersonnelle, celle de l'assistante de Thibault, lui demanda de se présenter immédiatement dans le bureau du maître. Encore en robe de chambre, les cheveux en désordre, elle mit quelques secondes à réaliser l'étrangeté de la requête. En 2 ans de service, jamais elle n'avait été convoquée ainsi, encore moins à une heure aussi matinale. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle referma la porte de sa chambre. Elle enfila rapidement son uniforme, attacha ses cheveux comme à son habitude, vérifia ses souliers, puis sortit sans un mot. Le couloir menant au bureau de Thibault paraissait plus long qu'à l'accoutumée. Les murs de verre, d'ordinaire baignés de lumière, étaient encore teintés de l'obscurité de l'aube. Le silence du château amplifiait le bruit de ses pas, rendant son avancée presque solennelle. Elle arriva devant la porte, frappa 2 fois et attendit. Une voix grave lui répondit simplement « Entrez ». Thibault était debout, les mains dans les poches, observant par la baie vitrée le jardin encore couvert de givre. Il ne se retourna pas immédiatement. Claire resta près de la porte, droite, les yeux baissés. Lorsqu'il fit volte-face, son regard se posa sur elle avec une curiosité presque scientifique, comme s'il examinait un objet insolite trouvé par hasard dans une pièce oubliée. « Vous êtes Claire, c'est bien cela ?» demanda-t-il, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Elle acquiesça. « Bien, j'ai une proposition. Vous allez m'accompagner à un événement dans 3 jours à Paris. Un sommet d'investisseurs. J'ai besoin d'une présence féminine élégante. C'est une formalité sociale, rien d'intime. » Claire fronça légèrement les sourcils, incapable de masquer sa surprise. Elle tenta de parler, mais aucun son ne sortit. Thibault poursuivit, imperturbable. « J'ai fait livrer une robe. Elle est dans le dressing de l'aile nord. On vous attendra à 10 heures pour les essayages. Des coiffeurs, des stylistes et une conseillère d'élégance seront présents. Vous serez formé en accéléré au code nécessaire. » Il marqua une pause, la regardant enfin avec attention. « Si cela vous gêne, vous êtes libre de refuser. Mais je pense que vous n'en ferez rien. » Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine. Refuser? Comment le pourrait-elle? Depuis des années, sa vie se résumait à des couloirs, des lavabos, des draps et des silences. Et voilà qu'on l'appelait à jouer un rôle dans un théâtre où elle n'aurait jamais espéré entrer. Elle murmura, presque inaudiblement, « Très bien, monsieur. » Thibault hocha simplement la tête. « Reposez-vous jusqu'à 10 heures. Soyez ponctuel. » Lorsqu'elle quitta le bureau, le monde lui semblait différent. Les objets familiers perdaient leur banalité. Les escaliers, les cadres sur les murs, les plantes décoratives, tout paraissait transformé. Elle se rendit à sa chambre, referma doucement la porte, puis s'assit sur son lit, les mains posées sur les genoux. Le silence ne l'apaisait plus. Il était chargé d'attente, d'anticipation. À 10 heures précises, elle se présenta dans l'aile nord. La pièce avait été entièrement transformée pour l'occasion. Portant de vêtements, miroirs surdimensionnés, lumière tamisée et une équipe de 4 personnes l'attendaient. Une styliste aux cheveux gris lui adressa un sourire professionnel, sans condescendance. « Vous êtes Claire ? Très bien. Nous avons peu de temps, mais beaucoup à faire. » On la guida jusqu'à un paravent derrière lequel l'attendait une robe soigneusement suspendue. Claire la découvrit en retenant son souffle. C'était un chef-d'œuvre de finesse, un tissu ivoire satiné, brodé de cristaux délicats, avec un corsage structuré et une jupe fluide qui semblait danser dans l'air même immobile. Elle n'osa pas la toucher au début, craignant de froisser une œuvre d'art. Lorsqu'elle l'enfila, aidée par 2 mains expertes, elle se sentit étrangère à elle-même. Le miroir reflétait une image qu'elle ne reconnaissait pas. Les traits étaient les siens, mais le port, la posture, la grâce naissante. Tout cela appartenait à une autre version d'elle-même, une femme qu'elle n'avait jamais eu la permission d'être. Les coiffeurs la prirent ensuite en charge, démêlant patiemment ses cheveux pour en faire une coiffure souple, élégante, légèrement relevée. Le maquillage suivit, discret mais parfaitement exécuté, mettant en valeur la douceur de ses traits. Quand tout fut terminé, Thibault entra dans la pièce sans prévenir. Il la regarda longuement, en silence, puis fit un simple signe de tête. « Cela suffira, vous apprendrez le reste en route. » Claire ne répondit pas.
Elle était encore figée, habitée par une conscience nouvelle d'elle-même. Elle ne savait plus si elle devait être reconnaissante ou méfiante. Une partie d'elle voulait croire à une chance, l'autre soupçonnait un jeu cruel. Mais il était trop tard pour reculer. La styliste s'approcha d'elle et lui glissa doucement. « Vous avez quelque chose. Ce n'est pas seulement la robe. Ne l'oubliez pas. » Ce compliment inattendu lui resta dans l'esprit toute la journée. Pour la première fois depuis des années, elle se surprit à marcher le dos droit, à se regarder dans un miroir sans détourner les yeux, à poser ses mains avec élégance plutôt que précaution. La journée se termina dans le calme. La robe fut rangée, les professionnels remerciés. Claire retourna dans sa chambre, seule, mais changée. Le silence n'était plus un refuge, il devenait une attente. Elle savait que le lendemain, elle quitterait le château pour entrer dans un monde inconnu, où le regard des autres serait à la fois une lumière et un feu. Et tandis qu'elle s'endormait, une pensée la hanta. Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Que voyait-il en elle que personne d'autre n'avait jamais vu? Le jour du départ arriva, emportant avec lui le confort des routines et la sécurité de l'anonymat. Claire, vêtue sobrement pour le trajet, monta à bord de la voiture noire aux vitres teintées sans prononcer un mot. Thibault l'attendait déjà à l'intérieur, assis dans un silence méthodique, plongé dans des documents numériques qu'il faisait défiler sur sa tablette. Il ne leva pas les yeux lorsqu'elle s'installa à ses côtés. Aucun mot n'était nécessaire, du moins selon lui. Le trajet jusqu'à l'aéroport privé se fit dans un calme presque oppressant. Claire regardait le paysage défiler à travers la vitre. Des images floues de champs, de routes et de villages perdus, comme autant d'instants qui ne lui appartenaient plus. Le jet privé attendait sur le tarmac, brillant sous la lumière grise du matin. L'équipage accueillit Thibault avec respect et efficacité. Claire, quant à elle, suivit sans s'imposer, un pas derrière lui. À l'intérieur de l'appareil, tout était luxueux mais discret. Cuir crème, boiserie, chrome poli. Le vol fut bref, 1 heure à peine, mais pour Claire, il sembla durer une éternité. Elle n'osait ni lire, ni dormir, ni poser de questions. Elle observait Thibault du coin de l'œil, cherchant des indices, une faille, une trace d'humanité dans ce masque de concentration. Arrivés à Paris, un véhicule les attendait pour les conduire directement à l'hôtel de prestige où se tiendrait l'événement. Une suite avait été réservée pour Thibault et une chambre attenante pour Claire. Là encore, tout avait été anticipé. Les valises, les vêtements, le programme des heures à venir. À peine arrivée, Claire fut prise en charge par une nouvelle équipe de préparation. La robe attendait, repassée à la perfection, suspendue dans une salle de bain transformée en loge improvisée. L'agitation autour d'elle contrastait violemment avec l'immobilité intérieure qu'elle tentait de préserver. Elle se laissait faire une nouvelle fois, comme un objet précieux entre les mains d'artisans exigeants. Lorsque les portes de la grande salle s'ouvrirent en début de soirée, elle marcha aux côtés de Thibault, tenant son bras comme on le lui avait appris quelques heures plus tôt. Les regards se tournèrent aussitôt vers eux. L'entrée fut calculée, étudiée, parfaite. Les flashs crépitèrent par endroits. Les murmures naquirent parmi les convives. Personne ne savait qui elle était, mais tout le monde la remarqua. Dans cette sphère où chacun existait par son nom, son influence ou sa fortune, Claire représentait un mystère que nul n'osait interroger de front. Et cela, Thibault l'avait prévu. Il se comportait avec elle comme un gentleman distant mais courtois, répondant aux questions par des demi-sourires, détournant les sujets avec habileté dès qu'on s'approchait trop près de la vérité. Claire, de son côté, jouait le jeu avec une rigueur troublante. Elle gardait les yeux posés doucement sur les visages, hochait la tête, répondait par des phrases brèves mais justes, comme si elle avait toujours appartenu à ce monde de verre et de velours. Elle ne souriait pas trop, ne riait jamais trop fort, ne regardait personne plus de 3 secondes. Tout était mesure, finesse, retenue. À un moment de la soirée, alors que Thibault discutait avec un groupe d'investisseurs italiens, un homme s'approcha de Claire. Il était grand, les cheveux poivre et sel, le regard franc. Il tendit la main avec un sourire chaleureux. « Bonsoir. Vous êtes ?» demanda-t-il avec une voix douce. Claire le regarda sans répondre immédiatement. Puis, avec une politesse maîtrisée, elle dit simplement « Je suis l'accompagnatrice de Monsieur Morel pour la soirée. » L'homme pencha légèrement la tête, amusé. Mystérieuse, en plus d'être élégante. « Vous n'êtes pas du tout comme les autres femmes ici ?» Elle n'eut pas besoin de répondre. Thibault, revenu à ses côtés, coupa court à l'échange en posant une main légère sur son dos. Elle est rare, effectivement.
C'est tout ce qu'il faut savoir. L'homme s'éloigna sans insister, mais Claire sentit le poids du regard de Thibault sur elle. Il n'était pas jaloux ni possessif. Il contrôlait. Et ce contrôle, elle le percevait désormais non plus comme une barrière, mais comme une obsession douloureuse. Elle comprenait qu'elle faisait partie d'un plan plus vaste, peut-être même d'un calcul stratégique. Mais elle n'arrivait pas à en être offensée. Au contraire, une part d'elle s'éveillait lentement, s'amusait de ce jeu d'apparence, s'y glissait avec aisance. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils étaient seuls dans un salon privé réservé aux invités de prestige, Thibault lui versa un verre de vin blanc et le lui tendit sans un mot. Elle l'accepta, le regarda un instant, puis lui demanda « Pourquoi moi ?» Il posa son propre verre et s'assit, le regard tourné vers la fenêtre donnant sur la scène illuminée. Il mit quelques secondes avant de répondre. « Parce que vous ne demandez rien, parce que vous êtes là sans chercher à briller. Vous n'avez pas besoin d'être vu pour exister, c'est une force que peu possèdent. » Claire ne répondit pas, mais pour la première fois, elle sentit qu'elle existait pour lui en tant qu'individu, pas seulement comme une silhouette silencieuse. Et dans ce moment suspendu, elle comprit que le véritable théâtre n'était pas la soirée mondaine, mais cette pièce calme où deux solitudes se reconnaissaient, même sans le dire. Lorsqu'ils regagnèrent leur chambre, Thibault s'arrêta devant la porte de Claire, la regarda droit dans les yeux et dit simplement « Vous avez fait impression. Je vous remercie. » Puis il s'éloigna sans attendre de réponse. Claire entra, referma la porte derrière elle et resta un long moment debout dans l'obscurité. Elle n'avait pas rêvé. Elle avait été vue, choisie, menée dans un monde interdit. Mais le plus troublant n'était pas l'extérieur, les lumières ou les regards. C'était ce qu'elle sentait naître en elle, une possibilité, un renversement, un vertige. Le retour à Lyon se fit dans un silence chargé d'une tension douce, presque imperceptible. Thibault, d'ordinaire plongé dans ses pensées ou dans les écrans de ses appareils électroniques, passait désormais des regards furtifs vers Claire, comme s'il cherchait à comprendre quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Elle, installée calmement sur le siège d'en face dans le jet privé, semblait détendue. Mais au fond d'elle, une tempête silencieuse s'était déclenchée. Tout ce qu'elle avait connu jusqu'à présent, l'invisibilité, l'habitude de s'effacer, le confort discret des routines sans éclat, s'était fissuré. Ce voyage avait été plus qu'un déplacement. Il avait été une fracture. À leur retour au château, rien ne fut dit de cette métamorphose. Les employés reprirent leur travail comme si de rien n'était. Les couloirs restèrent silencieux, les regards furtifs, les gestes précis, mais Claire sentit immédiatement que quelque chose avait changé. Les regards posés sur elle n'étaient plus ceux de l'oubli ou de l'indifférence. Certains s'arrêtaient sur sa démarche, d'autres l'observaient de loin avec étonnement, voire avec une forme de respect contenu. La robe avait été rangée, les bijoux restitués, le maquillage effacé. Mais quelque chose en elle demeurait différent. Elle ne marchait plus de la même façon. Elle ne s'excusait plus pour exister. Thibault ne parla pas de Paris, pas une seule fois, mais il demanda à ce que Claire soit désormais assignée à l'entretien de ses appartements personnels, ce qui provoqua quelques remous parmi le personnel. Il justifia cette décision par une question de confiance et d'efficacité. Personne n'osa contester ouvertement, mais plusieurs murmures circulèrent. Claire, fidèle à elle-même, n'y prêta aucune attention. Elle accepta les nouvelles responsabilités avec calme et remplit sa tâche avec le même soin qu'auparavant, à ceci près qu'elle pénétrait désormais dans l'intimité de Thibault. Ses vêtements, ses objets, son emploi du temps. Elle apprenait sans le vouloir ses habitudes alimentaires, ses horaires de sommeil, ses préférences musicales, ses lectures inachevées. Elle découvrait les livres qu'il laissait ouverts, les notes qu'il griffonnait dans les marges, les verres à moitié pleins laissés dans les recoins. Elle ne fouillait pas, elle observait. Et plus elle voyait, plus elle comprenait que l'homme impassible, exigeant, froid en apparence, portait un chaos intérieur parfaitement maîtrisé. Thibault, de son côté, se surprenait à chercher Claire du regard lorsqu'il rentrait. Il ne l'appelait pas, ne lui parlait presque jamais, mais il sentait sa présence. Lorsqu'il trouvait sa chambre impeccable, ses vêtements préparés avec soin, il imaginait sans le vouloir les gestes qu'elle avait faits pour en arriver là. Il commença à remarquer des détails qui autrefois lui échappaient, la manière dont elle repliait les manches, l'alignement précis de ses chaussures, l'odeur subtile du savon qu'elle utilisait. Ces détails, insignifiants en apparence, devinrent des repères.
Une semaine après leur retour, Thibault organisa une réception restreinte dans le château pour un groupe d'investisseurs suisses. Le personnel habituel fut mobilisé, mais il demanda spécifiquement que Claire supervise l'ensemble du service, bien qu'elle n'ait aucune expérience en la matière. Ce choix surprit tout le monde. Elle accepta néanmoins la tâche avec un calme absolu, presque défiant. Elle prépara chaque élément avec une rigueur silencieuse. Les nappes, les verres, l'éclairage, les enchaînements de plats. Elle dirigea l'équipe avec une autorité discrète mais ferme. La soirée se déroula sans le moindre accroc, fluide, élégante, efficace. À la fin de la réception, alors que les invités partaient un à un, Thibault s'approcha d'elle. Il ne dit pas merci. Il la fixa un instant puis dit « Vous n'êtes pas à votre place ici ». Elle cligna des yeux, surprise, puis répondit d'une voix égale « C'est vous qui m'y avez mise ». Il esquissa un sourire, le premier depuis longtemps. Justement, il est peut-être temps d'en sortir. Cette phrase resta gravée dans l'esprit de Claire durant toute la nuit. Elle ne dormit pas. Elle resta assise sur son lit, regardant le plafond, réécoutant ces mots comme une énigme. En sortir. Mais pour aller où? Que voulait-il dire exactement? Était-ce une proposition, une menace, une invitation? Le lendemain, elle se leva plus tôt que d'habitude, mais le château semblait étrangement calme. Aucun appel, aucune demande. Jusqu'au soir, on toqua à sa porte. C'était l'assistante de Thibault. Elle tendit une enveloppe blanche, simplement marquée à la main, pour Claire. À l'intérieur, un billet d'avion pour Rome, un bon pour un séjour dans une villa privée et une note brève. « Une semaine pour vous. Reposez-vous. Prenez ce que vous méritez. T. » Claire resta figée, l'enveloppe ouverte sur ses genoux. Jamais personne ne lui avait offert une pause. Elle ne savait même pas si elle en voulait. Mais la décision n'était plus seulement entre ses mains. Elle sentait, sans comprendre comment, que cette semaine n'était pas une récompense. C'était un test. Elle fit sa valise, simplement. Quelques tenues, un livre, une paire de chaussures confortables. Le reste, elle le laissa derrière. Le lendemain, elle monta dans l'avion, son cœur battant à un rythme nouveau. À travers le hublot, elle vit le sol s'éloigner et sentit pour la première fois que quelque chose d'inédit commençait. Pas un conte de fées, pas une ascension sociale, mais une transformation, une redéfinition de tout ce qu'elle croyait être. Lorsque l'avion atterrit à Rome, Claire sentit une bouffée d'air chaud lui caresser le visage dès l'ouverture de la passerelle. Le contraste avec le climat encore hivernal de Lyon était saisissant. La lumière semblait différente ici, plus dorée, plus vaste, comme si chaque rayon de soleil avait été conçu pour illuminer ce moment précis de sa vie. Elle descendit de l'appareil lentement, le pas mesuré, portant un sac léger à l'épaule. Sur le tarmac, un chauffeur l'attendait, une pancarte à la main où figurait simplement son prénom. Il ne posa aucune question. Il l'aida à monter dans une berline noire climatisée et sans un mot démarra vers les collines romaines. La villa où elle fut conduite se trouvait à l'écart de la ville, entre cyprès et vignes, une bâtisse ancienne rénovée avec goût, alliant l'élégance rustique de la pierre au raffinement contemporain des intérieurs en marbre et en lin. Dès son arrivée, une employée discrète l'accueillit et la guida jusqu'à une chambre baignée de lumière, donnant sur un jardin de citronniers en fleurs. Aucune consigne, aucun rappel, juste une phrase, prononcée doucement en français par l'hôtesse « Vous êtes ici pour vous ». Rien d'autre. Claire passa les premières heures à marcher dans la propriété, à sentir l'air tiède sur sa peau, à écouter les bruits d'un monde qui ne lui demandait rien. Elle n'avait aucun emploi du temps, aucune tâche, aucun regard posé sur elle. C'était vertigineux. Elle, qui avait passé des années à organiser les journées des autres, à effacer sa propre présence au profit du confort d'autrui, se retrouvait face à un vide absolu. Et dans ce vide, quelque chose de puissant commença à émerger. Le premier matin, elle se leva à l'aube. Par habitude d'abord, mais aussi parce qu'une voix intérieure l'y poussait. Elle s'assit dans le jardin, un carnet vierge sur les genoux, et elle écrivit. Elle ne savait pas ce qu'elle voulait dire. Les mots sortaient seuls, fluides, comme libérés d'un étau silencieux. Elle parla de la maison, de la sensation du sol sous ses pieds, de la lumière sur les murs, de la liberté soudaine. Puis, sans s'en rendre compte, elle écrivit sur Thibault, sur sa voix, sur son regard, sur le paradoxe de son contrôle et de sa fragilité, sur la peur qu'elle éprouvait à penser à lui autrement qu'en tant que patron. Les jours suivants, elle adopta une routine nouvelle, à son propre rythme.
Elle lisait le matin, écrivait l'après-midi, marchait dans le jardin à la tombée du jour. Elle cuisinait parfois avec l'hôtesse, partageait quelques mots en italien, apprenait les noms des plantes qu'elle touchait. Chaque moment était une redécouverte. Elle réalisa à quel point elle s'était oubliée. Combien de fois avait-elle évité les miroirs? Combien de rêves avait-elle étouffés au nom de la sécurité, de la discrétion, de la survie? Une nuit, alors que le ciel était clair et qu'un vent léger soufflait dans les oliviers, elle resta longtemps dehors, seule, en chemise de nuit. Elle leva les yeux vers les étoiles et pour la première fois depuis des années, elle pleura. Pas de tristesse, pas de douleur, des larmes d'espace, de libération, comme si l'air autour d'elle s'était ouvert pour lui permettre de respirer enfin à plein poumon. Elle comprit alors que ce séjour n'était pas un caprice de Thibaut, ni un remerciement. C'était une brèche, un interstice offert pour qu'elle renaisse. Le 6e jour, elle reçut un message bref transmis par l'hôtesse. « Votre vol retour est prévu demain à 8 heures du matin. Une voiture passera vous chercher à 6 heures. T. » Elle replia lentement le papier, sans hâte. Elle savait qu'elle reviendrait changée. Ce qu'elle ignorait encore, c'était comment ce changement allait se manifester face à Thibaut. Elle passa la journée à ranger ses affaires, mais aussi ses pensées. Elle relut certains passages de son carnet. Reya, ajouta, pleura encore un peu. Puis elle ferma sa valise, s'allongea une dernière fois dans les draps de lin blanc et ferma les yeux. Le retour à Lyon fut fluide, sans incident. Le même chauffeur l'attendait à l'aéroport. Cette fois, elle monta dans la voiture avec assurance. Le château lui apparut au loin, majestueux, mais moins écrasant qu'avant. Comme si elle avait grandi et que ses murs, si immenses autrefois, avaient rétréci. Elle franchit le portail principal sans sourciller, croisa des employés sans baisser les yeux. Certains la saluèrent, surpris. Elle répondit, le regard droit, le dos droit. Lorsqu'elle atteignit ses quartiers, elle trouva une note glissée sous la porte. « Rejoignez-moi dans le salon rouge à 19 heures. T. » Elle prit le temps de se préparer. Elle ne chercha pas à séduire, mais à affirmer. Une robe noire simple, des cheveux lâchés, aucune trace de maquillage. Elle voulait qu'il voie ce qu'elle était devenue, non ce qu'il avait créé. À 19 heures précises, elle entra dans le salon rouge. Thibaut était là, seul, debout près de la cheminée. Il se retourna dès qu'il entendit ses pas. Son regard s'attarda sur elle plus longtemps que d'habitude. « Rome vous a transformé. » Claire s'approcha sans détourner les yeux. « Rome m'a réveillé. » Il hocha la tête lentement, puis lui désigna le fauteuil en face du sien. Ils s'assirent. Le silence s'installa, dense, presque intime. « J'ai voulu savoir ce que vous deveniez sans moi, » dit-il. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. Il prit une inspiration, hésita. « Maintenant, je ne sais plus si je peux continuer comme avant. » Claire baissa les yeux une seconde, puis releva la tête, déterminée. « Moi non plus. » Il ne sourit pas. Elle non plus. Mais quelque chose d'essentiel venait de se dire. Pas une déclaration, pas une promesse, une évidence partagée. Ils n'étaient plus les mêmes. Rien ne pourrait revenir en arrière. Et le manoir, leur théâtre silencieux, allait devoir s'adapter à une nouvelle pièce. Au fil des semaines qui suivirent le retour de Claire à Lyon, les effets de sa transformation devinrent visibles aux yeux de tous. Si certains employés avaient déjà remarqué un changement subtil dans sa posture et son comportement après le voyage à Paris, le séjour à Rome avait définitivement brisé la frontière invisible entre celle qu'elle était et celle qu'elle devenait. Elle n'avait plus besoin de se fondre dans les murs. Elle ne se contentait plus d'accomplir ses tâches en silence. Claire marchait désormais avec assurance, regardait les gens dans les yeux et répondait avec une clarté nouvelle. Cette affirmation d'elle-même, bien que silencieuse, produisit des remous profonds dans l'équilibre fragile du château. Au début, les réactions furent timides, presque imperceptibles. Un regard de travers dans un couloir, un silence qui s'installait lorsqu'elle entrait dans une pièce, des messes basses étouffées dès qu'elle tournait les talons. Les plus anciens parmi le personnel, habitués à l'ancienne Claire, ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient. Ils n'avaient jamais eu à composer avec une collègue qui, sans dire un mot de plus, paraissait plus grande, plus solide, plus présente. Les plus jeunes, eux, oscillaient entre fascination et hostilité. Il n'était pas question de beauté ni de pouvoir officiel, mais d'une aura nouvelle, une force tranquille qui dérangeait. Ce fut Élise, la gouvernante en chef, qui manifesta la première un ressentiment ouvert,
Femme rigide, perfectionniste, fidèle à Thibaut depuis plus de 10 ans, elle avait toujours vu d'un mauvais œil toute proximité entre son patron et les membres subalternes. Elle considérait l'ordre du château comme une structure sacrée, où chacun avait sa place et son rôle. L'ascension implicite de Claire représentait pour elle une trahison de l'ordre établi. Un matin, sous prétexte d'un manquement mineur dans la préparation des appartements de Thibaut, elle réprimanda Claire avec une sévérité inhabituelle devant 2 autres employés. Mais Claire ne se défendit pas. Elle la fixa calmement, l'écouta jusqu'au bout, puis répondit avec une voix posée. « Si vous avez des instructions précises, je les suivrai. Mais je ne suis plus ici pour m'excuser d'exister. » Cette phrase résonna bien au-delà de la pièce. Les 2 témoins de la scène restèrent bouche bée. Élise, piquée dans sa dignité, ne trouva rien à ajouter. À partir de ce jour, les tensions s'intensifièrent. Des incidents mineurs commencèrent à se produire. Des vêtements déplacés, des commandes modifiées sans explication, des tâches retirées à Claire sans avertissement. Il ne s'agissait jamais de conflits ouverts, mais d'un sabotage souterrain, d'une tentative collective d'effacer l'empreinte qu'elle laissait derrière elle. Claire, cependant, ne recula pas. Elle ne dénonça personne. Elle poursuivit son travail avec le même soin, mais sans chercher à se justifier. Elle comprenait sans l'excuser la peur que suscitait en eux son évolution. Elle avait brisé un pacte tacite, celui qui voulait que les invisibles restent invisibles, que ceux qui servent ne questionnent jamais les frontières qui les séparent des maîtres. Thibaut, de son côté, observait sans intervenir. Il semblait tester les limites de cette nouvelle Claire, la regardant évoluer comme un architecte regarde une construction se faire sans plans écrits. Il la convoquait parfois pour des tâches qu'il aurait autrefois confiées à son assistante personnelle. La sélection de nouveaux meubles, le réaménagement d'un espace de réception, l'évaluation d'un service externe de restauration. Chaque fois, Claire remplissait la mission avec précision et goût, mais ne cherchait jamais à obtenir des louanges. Elle faisait, et cela suffisait. Mais ce silence mutuel entre eux, cette tension croissante, finit par atteindre un point de rupture. Un soir d'avril, alors que la lumière dorée baignait les couloirs du château, Claire entra dans le bureau de Thibaut pour lui remettre un dossier de commande. Il était seul, debout devant la fenêtre ouverte. Lorsqu'elle le salua, il se retourna brusquement. « Pourquoi est-ce que tout le monde semble vous craindre maintenant ?» demanda-t-il, sans détour. Claire resta immobile, puis répondit avec calme « Parce que je ne joue plus le rôle qu'ils avaient choisi pour moi. » Thibaut la fixa longuement. Il fit quelques pas dans la pièce, puis s'arrêta devant elle. « Et moi, est-ce que je dois vous craindre aussi ?» Elle soutint son regard sans fléchir. « Non, vous devez seulement décider ce que vous attendez de moi. » Ce fut un moment suspendu, lourd de non-dits. Thibaut ne répondit pas immédiatement. Il prit le dossier qu'elle lui tendait, le posa sur le bureau, puis dit simplement « Continuez. Mais sachez que chaque pas vers le haut crée un vide en dessous. » Claire quitta la pièce sans répondre, mais ces mots restèrent avec elle toute la nuit. Elle comprit qu'il ne parlait pas seulement d'elle, mais aussi de lui-même, que leur équilibre fragile était en train de basculer, qu'il ne contrôlait plus tout et que cela l'inquiétait. Dans les jours suivants, la pression autour d'elle devint plus insidieuse. Des confidences venimeuses furent glissées dans les couloirs. Certains employés prirent leur distance, d'autres se montrèrent brusques. Elle ne réagit jamais de façon émotive, mais une fatigue sourde s'accumulait. Elle savait qu'elle ne pourrait pas continuer ainsi indéfiniment. Quelque chose allait devoir céder. Et ce quelque chose arriva une semaine plus tard, sous la forme d'un appel de la direction centrale de l'entreprise. Claire fut convoquée pour une réunion exceptionnelle dans le bureau du directeur régional. Lorsqu'elle s'y rendit, accompagnée d'un courrier laconique, elle comprit que son ascension silencieuse avait franchi les murs du château, que les regards extérieurs commençaient aussi à s'interroger sur sa place, et que bientôt, ce monde dont elle n'avait jamais voulu faire partie allait peut-être l'obliger à choisir entre se fondre à nouveau dans l'ombre ou s'imposer au risque de tout perdre. La convocation dans les bureaux de la direction régionale n'était pas une formalité anodine. Claire le comprit dès qu'elle entra dans le bâtiment. Les murs, recouverts d'un marbre froid, et les couloirs parcourus par des silhouettes pressées, ne lui inspiraient ni confort ni familiarité. Elle avait l'impression d'entrer dans une forteresse où les mots étaient des armes et les sourires des masques. Un assistant lui indiqua une salle au fond du couloir, puis referma la porte derrière elle, sans un mot.
À l'intérieur, 3 personnes l'attendaient. Un membre du conseil d'administration, une responsable des ressources humaines et un consultant externe en gouvernance. Tous les regards convergèrent vers elle avec une précision clinique. La réunion débuta sans préambule. Le conseiller du conseil prit la parole, sa voix aussi tranchante que les plis de son costume. Il expliqua que la direction centrale observait avec une certaine perplexité l'évolution de la position de Claire au sein de la résidence Morel. D'abord femme de chambre, elle avait en quelques mois été impliquée dans des fonctions de gestion, de représentation et même de coordination de projets internes. Il s'agissait, selon lui, d'un cas particulier nécessitant clarification. La responsable des ressources humaines poursuivit sur un ton plus feutré, évoquant les protocoles habituels de mobilité interne, les manquements éventuels aux lignes hiérarchiques et les inquiétudes exprimées de manière anonyme par d'autres collaborateurs du groupe. Claire écouta sans interrompre. Chaque mot prononcé dans cette salle avait été choisi avec soin, non pas pour la comprendre, mais pour la définir à sa place. Elle comprit qu'elle n'était pas invitée à se justifier, mais à confirmer ou infirmer une menace. À leurs yeux, elle incarnait une anomalie, un dérèglement de l'ordre établi. Une employée sans diplôme, sans réseau, sans recommandation, qui s'était frayé un chemin jusqu'à un espace réservé à l'élite. Cela suffisait pour déclencher l'alarme. Lorsqu'on lui demanda si elle avait bénéficié d'un traitement préférentiel de la part de Thibault Morel, elle répondit sans hésitation « Non. J'ai seulement fait ce qu'on m'a demandé, avec rigueur et respect. » Puis, regardant chacun des membres du comité, elle ajouta « Je n'ai jamais sollicité aucun privilège, je n'ai jamais demandé à être vue, mais maintenant que je le suis, je n'ai pas l'intention de disparaître pour rassurer ceux que cela dérange. » Un silence lourd s'installa après ces paroles. Le consultant externe prit des notes, le regard neutre. La responsable des ressources humaines se contenta de refermer son dossier. Le conseiller principal conclut la séance par une phrase aussi polie qu'ambiguë. « Nous transmettrons votre position à la direction générale. En attendant, restez à votre poste. Aucune décision ne sera prise dans l'immédiat. » Claire quitta la salle avec la sensation d'avoir traversé une tempête sans pluie. Elle avait été soupesée, analysée, jugée. Et même si elle n'avait pas flanché, elle savait que cette convocation marquait un tournant. Sa simple existence dans le paysage professionnel de l'entreprise Morel remettait en question des équilibres plus profonds qu'elle ne l'imaginait. À son retour au château, elle fut accueillie par un calme pesant. Les employés évitaient de croiser son regard. Thibault, absent ce jour-là pour une réunion à Genève, ne l'avait pas prévenu de cette convocation, ni ne la contacta dans les heures suivantes. Ce silence, plus que tout, la blessa. Non parce qu'elle attendait une défense ou une justification, mais parce que, pour la première fois, elle doutait de sa place dans un système dont elle ne connaissait pas toutes les règles. Le lendemain, au petit matin, alors qu'elle préparait les documents pour un réaménagement du hall principal, Thibault fit irruption dans son bureau, sans frapper. Il referma la porte derrière lui, resta un moment silencieux, puis déclara « Je n'ai pas été informé de cette réunion. Ou plutôt, on m'en a informé après coup. » Claire hocha lentement la tête. Il voulait m'évaluer. Il s'approcha, visiblement tendu. « Ce que vous représentez dépasse ce que vous êtes. Vous avez forcé une porte, Claire, et ce monde ne supporte pas les portes forcées. » Elle soutint son regard, sans colère. « Vous m'y avez poussé. » Il recula légèrement, comme frappé par la vérité de cette phrase. « Peut-être, mais je ne m'attendais pas à ce que vous la traversiez avec tant de fermeté. » Un silence s'installa. Puis, presque à voix basse, il ajouta « Ils vont tenter de vous écarter. Officiellement, proprement. Ce ne sera pas une sanction. Ce sera un déplacement, un éloignement, sous prétexte de mieux utiliser vos compétences ailleurs. » Claire comprit aussitôt ce que cela signifiait. On ne la renverrait pas. On l'invisibiliserait à nouveau, mais dans une cage dorée. Un poste prestigieux, peut-être à l'étranger, loin des regards, loin de Thibault. « Et vous? Vous laisserez faire ?» Il baissa les yeux, puis répondit d'une voix grave « Je suis en minorité au conseil depuis 3 mois. Certains actionnaires estiment que mes décisions sont trop personnelles. » Elle se leva, se tenant face à lui, droite, calme. « Je ne veux pas être votre faiblesse, ni votre stratégie. Si je reste ici, c'est parce que j'y ai ma place, pas parce que vous me la donnez. » Thibault la regarda longuement, puis acquiesça. « Alors battons-nous. » Le pacte était scellé, non par des mots d'amour ou de loyauté, mais par une volonté partagée de ne pas plier.
Ce n'était plus seulement une histoire d'ascension, ni même de reconnaissance. C'était désormais une lutte pour exister dans un univers qui nie à ceux venus d'en bas le droit de monter sans permission. Dans les jours qui suivirent, Claire intensifia son travail. Elle proposa un nouveau plan d'organisation interne, réforma discrètement certains circuits inefficaces et parvint à fédérer une partie du personnel autour de sa vision. Thibault, de son côté, entama une série de réunions avec les actionnaires indépendants pour restaurer sa majorité au conseil. Mais dans l'ombre, les manœuvres s'accéléraient. Et tandis qu'une tempête invisible se formait au-dessus d'eux, Claire comprenait que le véritable pouvoir ne résidait pas dans les titres ou les statuts, mais dans la capacité à rester debout quand tout pousse à s'effacer. Le château, autrefois refuge d'un ordre silencieux, était devenu un terrain mouvant où chaque geste comptait. Claire le sentait à chaque pas, à chaque regard croisé dans les couloirs. Rien n'était dit ouvertement, mais tout se jouait dans les silences, dans les absences prolongées, dans les agendas soudain modifiés. Thibault était de plus en plus absorbé par les réunions avec les actionnaires, tandis que Claire, elle, assumait progressivement des responsabilités qui, quelques mois plus tôt, auraient été impensables à lui confier. Son projet de réorganisation interne, d'abord reçu avec scepticisme, avait produit des résultats concrets. Les délais de livraison s'étaient améliorés, les coûts de fonctionnement du château avaient baissé, et même certains prestataires externes avaient souligné l'efficacité nouvelle des échanges. Le nom de Claire circulait désormais au-delà des murs, dans les rapports internes, dans les messageries discrètes de la direction. Mais avec cette visibilité venait aussi une menace sourde, celle d'un système prêt à intégrer ses idées tout en rejetant son visage. Ce fut au milieu de cette atmosphère chargée qu'une invitation inattendue arriva. Un courriel, transmis depuis le siège principal de l'entreprise Morel à Paris, l'informait qu'elle était conviée à participer, en tant qu'observatrice, à une session stratégique réunissant plusieurs responsables de pôles opérationnels. Aucun titre officiel ne lui était attribué. Elle ne prendrait pas la parole, mais sa présence était requise. Un test, à peine voilé. Elle le comprit aussitôt. Thibault fut mis au courant après coup. Il ne la dissuada pas. Il lui dit simplement « Si tu y vas, tu ne pourras plus être invisible ». Claire sourit légèrement. C'est déjà trop tard pour ça. Le jour de la réunion, elle arriva à Paris vêtue d'un tailleur simple, mais impeccablement ajusté, sans bijoux, sans maquillage voyant. Son allure tranchait avec celle des autres participants, souvent engoncés dans des signes extérieurs d'assurance. Elle s'assit à la table ovale sans chercher de regard complice. Elle écouta, elle nota, et contre toute attente, elle parla. L'un des directeurs, visiblement agacé par une question logistique, évoquait un retard récurrent dans la chaîne d'approvisionnement des établissements de province. Claire, après une brève hésitation, se permit d'intervenir. Elle évoqua la solution mise en place au château de Lyon, une centralisation des commandes selon une cartographie d'usage réel, ajustée tous les 15 jours. Le silence qui suivit fut glacial, mais l'un des vice-présidents hocha lentement la tête. Intéressant. Envoyez-nous ce modèle. La réunion se poursuivit. À la fin, 2 cadres vinrent la voir, curieux de connaître son parcours. Elle répondit sans détour. « J'ai commencé au service de lingerie. Aujourd'hui, je gère des projets. » Le soir même, elle reçut un appel de Thibault. Il avait appris ce qui s'était passé. « Tu n'étais pas censé parler. » Elle resta calme. « Je n'étais pas censé exister non plus. » Il soupira, mais ne la réprimanda pas. Il comprenait qu'elle prenait un risque, et que ce risque, s'il était mal reçu, pourrait lui coûter bien plus qu'un poste. Mais il savait aussi qu'elle avait franchi une ligne symbolique. Elle n'était plus une employée promue par exception. Elle devenait un élément du système, avec tout ce que cela impliquait. Quelques jours plus tard, elle fut convoquée de nouveau à Paris, cette fois pour une proposition formelle, un poste de coordinatrice des opérations dans un établissement en cours d'ouverture à Bordeaux. Un rôle stratégique, exigeant, prestigieux. Elle aurait un bureau, une équipe, un budget, et elle serait loin de Lyon, loin de Thibault, loin du regard protecteur, mais aussi pesant de celui qui l'avait révélé. Elle demanda une nuit pour réfléchir. Cette nuit-là, elle marcha longuement dans les jardins du château. Elle repensa à ses premiers jours ici, à sa chambre exiguë, à ses vêtements ternes, à l'indifférence qu'elle avait apprise à porter comme une seconde peau. Elle repensa à la robe de Milan, aux soirées à Paris, au silence complice partagé avec Thibault dans le salon rouge. Et elle pensa à elle-même,
non comme une exception, mais comme une possibilité. Le matin venu, elle frappa à la porte du bureau de Thibault. Il était seul, une tasse de café à la main. Il la regarda s'approcher sans parler. Elle s'assit en face de lui. « J'ai reçu l'offre. » Il acquiesça. « Je sais. » Elle marqua une pause. « Je vais accepter. » Thibault ne réagit pas immédiatement. Il fixa un point invisible devant lui. Puis, d'une voix basse, « Je m'y attendais. »« Ce n'est pas une fuite, » ajouta-t-elle. « C'est une suite. » Il la regarda enfin. « Je n'ai jamais pensé que tu fuirais. » Un silence suivit. Un silence de respect, de reconnaissance, mais aussi de perte. « Je pars dans 2 semaines, » dit-elle en se levant. Il ne la retint pas. Il se contenta de dire « Assure-toi que ce monde-là te mérite. » Elle sortit du bureau, le cœur lourd mais déterminé. Elle savait qu'un nouveau chapitre s'ouvrait, un chapitre où elle ne serait plus protégée ni testée, mais attendue au tournant. Elle quittait le château non comme une servante devenue conseillère, mais comme une femme qui avait traversé le feu sans se brûler, et qui, désormais, avançait seule, armée non de promesses, mais de preuves. Le jour du départ, le château se tenait figé dans une brume matinale. Claire referma la porte de sa chambre une dernière fois, ses gestes lents et conscients. Elle n'avait rien laissé derrière qui lui appartienne vraiment. Pas d'objets personnels, pas de photos, pas de souvenirs matériels. Tout ce qu'elle emportait avec elle vivait en elle désormais. Dans le hall, aucun employé ne vint la saluer, mais elle sentit plusieurs regards se détourner timidement alors qu'elle traversait l'espace. Elle comprenait que son départ n'était pas anodin. Elle avait bousculé trop de silence pour espérer des adieux chaleureux. Un chauffeur l'attendait à l'extérieur, prêt à la conduire à l'aéroport. Le voyage jusqu'à Bordeaux fut silencieux, ponctué de paysages qui défilaient comme des échos d'une vie passée. Lorsqu'elle atterrit, une assistante de la direction l'accueillit et la conduisit jusqu'à la résidence temporaire mise à sa disposition. Il s'agissait d'un appartement sobre, fonctionnel, situé à proximité du chantier de l'établissement qu'elle devait piloter. Un hôtel haut de gamme, encore en phase de finalisation, dont l'ouverture était prévue pour l'été suivant. Dès le lendemain, Claire prit ses fonctions. Son rôle était à la fois stratégique et opérationnel. Elle devait coordonner les travaux restants, gérer les premières embauches, superviser la sélection des fournisseurs et anticiper les besoins d'un site encore vide. Elle avait un bureau, un badge, un titre officiel, mais elle n'avait aucun allié. Et surtout, elle n'avait pas été attendue. Les premières semaines furent d'une rudesse inattendue. Les équipes sur place, toutes issues de réseaux professionnels bien installés, voyaient en elle une étrangère. Pas seulement parce qu'elle venait d'un autre site, mais parce qu'elle venait d'en bas. Les rumeurs, bien que rarement exprimées en sa présence, circulaient avec insistance. Une ancienne femme de chambre, propulsée à un poste de coordination, un caprice de la direction, un geste politique, les regards, les silences, les refus implicites de coopération devinrent quotidiens. Certains prestataires remettaient en question ses décisions, exigeaient des validations supplémentaires qu'ils ne demandaient pas aux autres. Des courriels étaient ignorés. Des réunions lui étaient fixées, puis annulées sans explication. Claire comprit rapidement que pour s'imposer, elle ne pourrait pas compter sur l'autorité seule. Elle devrait convaincre, démontrer, surpasser. Alors elle travailla, sans relâche, 12 heures par jour, parfois plus. Elle apprit les normes techniques des installations, visita chaque étage du chantier, prit des notes, confronta les plans aux réalités. Elle remonta des erreurs de conception que même les architectes n'avaient pas vues. Elle proposa des solutions, coordonna des arbitrages complexes, fit preuve d'une compétence si rigoureuse que certains, à contre-cœur, commencèrent à l'écouter. Elle recruta aussi, pas selon les CV, mais selon les attitudes. Elle engagea un jeune réceptionniste recalé par d'autres hôtels parce qu'il bégayait légèrement. Une femme d'entretien d'origine étrangère que d'autres trouvaient trop lente, mais dont elle avait vu la précision et la conscience. Elle constitua une équipe discrète mais solide, en laquelle elle plaçait une confiance sans faille. Un soir, alors qu'elle sortait tard du chantier, elle trouva un message sur son téléphone. C'était Thibault. Pas un appel. Juste une phrase envoyée à une heure étrange. « Comment est l'air là-bas quand on respire seul ?» Elle mit du temps à répondre, puis écrivit « Lourd au début, mais il devient plus léger, à chaque pas. » Il ne répondit pas. Elle n'en attendait pas davantage. Malgré son professionnalisme, les résistances ne disparurent pas.
Un incident marqua un tournant brutal. Lors d'une réunion avec des fournisseurs majeurs, l'un des directeurs de projet suggéra ouvertement qu'un profil plus expérimenté serait préférable à la tête de la coordination. Claire, sans hausser la voix, le laissa terminer, puis sortit un dossier préparé de longue date. Il contenait l'ensemble des résultats obtenus depuis son arrivée. Économies réalisées, retards évités, qualité des prestations assurées. Elle présenta chaque point avec clarté, sans ironie ni revanche. À la fin de sa présentation, elle se tourna vers la directrice régionale, présente ce jour-là, et déclara « Je suis peut-être un pari audacieux, mais je ne suis pas un risque. » Le silence qui suivit fut plus éloquent qu'un tonnerre d'applaudissements. Le directeur ne répondit rien, et la directrice régionale se contenta de conclure la réunion en annonçant qu'aucun changement ne serait apporté à la coordination du projet. Ce jour-là, Claire sentit qu'une barrière venait de céder. Non pas définitivement, mais assez pour qu'elle puisse continuer. Elle ne se berçait pas d'illusions. Le monde qu'elle affrontait n'oublierait pas d'où elle venait, mais il devrait désormais composer avec ce qu'elle était devenue. Le soir, seule dans son appartement, elle ouvrit son carnet. Elle y écrivit « Le combat est sans fin, mais je suis plus que son écho. Je suis sa voix. » Elle referma le carnet, éteignit la lumière et regarda par la fenêtre. La ville de Bordeaux s'étendait sous elle vaste, complexe, indifférente, mais elle n'attendait plus de l'acceptation. Elle avançait avec la certitude que même les murs les plus durs finissent par s'user sous la persistance, et que le vrai pouvoir n'est pas de forcer les portes, mais de rester debout quand elles claquent. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'arrivée de Claire à Bordeaux. L'établissement prenait forme peu à peu. Les murs, autrefois bruts, portèrent désormais les signes d'un luxe mesuré. Les meubles étaient livrés, les tissus installés, les éclairages testés. Chaque détail passait entre les mains de Claire, rien n'était laissé au hasard. Elle ne se contentait pas de superviser, elle incarnait le projet. Ceux qui avaient douté d'elle au début, même s'ils ne l'avouaient pas, lui reconnaissaient désormais une efficacité redoutable, doublée d'un calme qui forçait le respect. Mais cette maîtrise extérieure dissimulait une tension intérieure qui ne cessait de croître. Depuis ce message nocturne, Thibault n'avait plus écrit. Aucune visite, aucune conversation, rien. Elle avait accepté ce silence comme un choix, une sorte de respect à distance. Pourtant, chaque jour, une partie d'elle le cherchait, dans les appels professionnels, dans les échanges de mails indirects, dans les bribes d'informations qu'elle entendait au détour des réunions. Il restait inaccessible, comme s'il s'effaçait à mesure qu'elle s'affirmait. Un matin de mai, alors qu'elle inspectait les derniers aménagements d'une suite présidentielle, son téléphone vibra. Un appel inconnu. Elle répondit, la voix déjà tendue. Ce fut celle de l'assistante personnelle de Thibault, une voix qu'elle reconnaissait parfaitement. « Bonjour Claire, Monsieur Morel sera à Bordeaux demain. Il souhaite visiter le site. Il a précisé que vous étiez la seule personne avec qui il souhaitait faire le tour. » Claire sentit son souffle se suspendre une seconde. Elle répondit simplement que l'horaire lui convenait, nota l'information et raccrocha. Ce fut seulement après qu'elle se rendit compte que ses mains tremblaient légèrement. Elle ne s'était pas préparée à ce retour, du moins pas de cette manière. Depuis son départ, elle avait avancé chaque jour avec la certitude de ne pas avoir besoin de lui pour valider ce qu'elle construisait. Mais maintenant qu'il revenait, elle comprenait qu'un fil invisible n'avait jamais été rompu. Le lendemain, à 10 heures précises, une voiture sombre se gara devant l'entrée principale du chantier. Thibault en descendit, vêtu sobrement, sans escorte. Il ne sourit pas. Claire l'attendait à quelques mètres, une tablette à la main, son carnet glissé sous le bras. Ils se saluèrent d'un simple signe de tête. Aucune effusion, aucune familiarité. Pourtant, leurs regards échangèrent plus que des mots n'auraient pu dire. Elle le guida à travers le bâtiment. Pièce par pièce, étage par étage, elle présenta les avancées, les choix techniques, les arbitrages effectués. Il écoutait, posait des questions précises, notait parfois. Mais plus que les détails du projet, ce qui s'imposait entre eux était ce silence chargé, cette tension contenue. Elle sentait son regard sur elle, non pas évaluateur mais attentif. Elle devinait qu'il cherchait à comprendre non seulement ce qu'elle avait accompli, mais qui elle était devenue. Lorsqu'ils atteignirent le toit-terrasse, encore en aménagement, ils restèrent un instant face à la ville. Bordeaux s'étendait sous eux, lumineuse, apaisée. Ce fut Thibault qui brisa le silence.
On m'a dit que vous aviez transformé l'ensemble de la chaîne logistique, que vous aviez repris un réseau de fournisseurs que personne n'osait toucher. Elle répondit calmement, « J'ai seulement mis en place ce qui était logique, et j'ai arrêté de demander la permission. » Il acquiesça lentement. « Vous êtes devenu plus que ce que j'imaginais. » Elle tourna légèrement la tête vers lui. « Peut-être que vous n'aviez pas imaginé assez. » Il la regarda longuement, puis dit, « J'ai cru que le silence entre nous serait un espace. Il est devenu un mur. » Claire baissa les yeux un instant. « Et maintenant, vous voulez le franchir ou le laisser là ?» Il inspira profondément. « Je ne sais pas si j'en ai le droit. » Ce n'est pas une question de droit, Thibault. C'est une question de vérité. Le nom, prononcé pour la première fois de façon intime, brisa quelque chose entre eux. Un barrage, un rempart. Il fit un pas vers elle, mais ne la toucha pas. « Est-ce que vous êtes heureuse ici ?» demanda-t-il. Elle mit du temps à répondre. « Je suis à ma place. Ce n'est pas toujours la même chose. » Il hocha lentement la tête. Puis, sans chercher à prolonger l'instant, il dit « Je repars ce soir. Mais je voulais voir, constater. Vous n'avez pas seulement réussi, vous avez conquis. Et vous? Vous avez perdu? Peut-être. Ou peut-être que j'ai compris ce que je n'étais pas capable de retenir. » Ils restèrent là encore quelques minutes, puis il descendit les marches sans se retourner. Claire ne le suivit pas. Elle resta sur le toit, le vent jouant dans ses cheveux, le cœur serré mais lucide. Elle avait espéré ce moment, sans en connaître l'issue. Maintenant qu'il avait eu lieu, elle ne ressentait ni victoire ni défaite. Juste la confirmation d'une vérité essentielle. Ce qu'ils avaient partagé ne pouvait pas être reconduit dans les mêmes termes. Ils avaient changé, profondément. Et aucun retour en arrière ne pouvait effacer cela. Ce soir-là, elle relut son carnet. Elle ne nota rien. Elle le referma simplement. Demain, il y aurait des contrats à finaliser, des équipes à former, des délais à respecter. Mais pour ce soir, elle s'autorisa à sentir la faille, non comme une blessure, mais comme la marque indélébile d'une histoire qui, même inachevée, avait changé le cours de sa vie. Quelques semaines après la visite de Thibault, une annonce officielle fut publiée dans les bulletins internes du groupe hôtelier Morel. Claire Dubois, actuelle coordinatrice du site de Bordeaux, était nommée directrice d'exploitation à l'ouverture de l'établissement. Le communiqué, bref mais clair, mentionnait sa contribution décisive au pilotage du chantier, sa gestion des équipes et l'optimisation de l'organisation opérationnelle. Il n'y avait aucune mention de son parcours antérieur, aucun rappel de son passé au château de Lyon. Mais pour ceux qui savaient lire entre les lignes, cette nomination était bien plus qu'un simple avancement de carrière. Elle était la reconnaissance, officielle cette fois, d'un parcours hors norme. La nouvelle se répandit vite. Certains la saluèrent, d'autres la questionnèrent. Les réactions furent variées. Respect, étonnement, jalousie contenue. Mais ce fut surtout dans la sphère extérieure que l'information déclencha un véritable effet de résonance. Quelques journalistes spécialisés dans l'économie et le management flairèrent une histoire intrigante derrière cette ascension fulgurante. L'un d'eux, rédacteur dans un magazine d'actualité économique influent, fit parvenir à Claire une demande d'entretien. Il proposait un portrait, un article sur le parcours singulier d'une femme qui avait défié les codes silencieux du pouvoir. Claire hésita. Ce n'était pas la première fois qu'elle recevait une sollicitation médiatique, mais jusque-là, elle avait décliné. Elle avait toujours préféré laisser son travail parler pour elle. Pourtant, cette fois, elle sentit que l'enjeu était différent. Ce n'était plus seulement une question de discrétion personnelle, mais une possibilité de reprendre la narration de son histoire avant qu'elle ne soit façonnée par d'autres. Elle accepta l'entretien, à condition qu'aucune question ne soit posée sur Thibault ou sur sa vie privée. La rencontre se fit dans un café discret à Bordeaux. Le journaliste, un homme d'une quarantaine d'années, cultivé et respectueux, se montra rapidement à la hauteur de ses engagements. Il s'intéressa sincèrement à son expérience, à sa vision du travail, à sa manière d'encadrer les équipes. Claire parla avec sincérité, mais sans complaisance. Elle évoqua ses débuts comme femme de chambre, ses années d'effacement, le moment où elle avait choisi de ne plus se cacher et les résistances qu'elle avait dû affronter. Elle n'accusa personne, ne désigna aucun responsable. Elle préféra parler de système, d'inertie, de mécanismes invisibles. L'article parut une semaine plus tard, sous le titre « L'élégance de la résistance ». Il fit sensation. Sans jamais tomber dans le sensationnalisme,
Le journaliste y retraçait le cheminement d'une femme qui, par la rigueur, la discrétion et l'endurance, avait renversé les attentes sans jamais réclamer la lumière. L'article fut relayé par d'autres publications, et bientôt Claire devint une figure publique, presque malgré elle. On l'invitait à des tables rondes, à des colloques sur la gestion humaine, sur la diversité dans les entreprises, sur les parcours atypiques. Elle en accepta certains, refusa beaucoup d'autres. Elle veillait à ce que sa parole ne soit jamais récupérée, que son image ne soit jamais instrumentalisée. Elle n'avait pas l'ambition d'être un symbole. Elle voulait juste que d'autres, dans des rôles oubliés, puissent lire son histoire et s'y reconnaître, qu'ils comprennent qu'il existait une autre voie, même si elle était rude, même si elle ne garantissait rien. Mais cette exposition médiatique, aussi mesurée soit-elle, attira aussi des regards moins bienveillants. Au sein du groupe Morel, certains actionnaires commencèrent à s'interroger sur les intentions de Claire. Était-elle en train de se constituer une base de notoriété pour une carrière politique? Voulait-elle lancer un projet personnel? Était-elle, d'une manière ou d'une autre, un danger pour l'unité du groupe? Des questions furent posées, des réunions furent organisées en son absence. On examina ses contrats, ses anciennes évaluations, ses communications. Claire fut mise au courant par un membre du service juridique, discrètement. Elle comprit alors qu'une nouvelle phase commençait. Elle n'était plus en lutte pour se faire une place. Elle devait désormais la défendre, avec les mêmes armes, mais face à des adversaires plus abstraits, plus stratèges. Des gens qui ne se montraient pas, qui agissaient en silence, comme elle l'avait fait jadis, mais pour effacer. Elle décida de ne rien changer. Elle poursuivit son travail comme avant, avec rigueur et constance. Elle renforça ses liens avec son équipe, consolida les procédures internes, partagea son savoir avec d'autres cadres juniors. Elle se rendait visible non par la parole mais par la transmission. Elle n'attendait pas les coups, elle les devançait. Un jour, lors d'un dîner professionnel à Paris, elle croisa l'un des membres du conseil d'administration du groupe. L'homme, froid et distant, l'aborda sans détour. « Vous avez l'attention du public, Claire, mais attention à ne pas confondre visibilité et légitimité. » Elle lui répondit sans trembler. « La légitimité ne vient pas de la lumière, elle vient de la constance. » L'homme ne répondit rien. Il tourna les talons et disparut dans la foule. Ce soir-là, Claire comprit que sa guerre n'était plus contre les regards méprisants ou les sarcasmes. Elle était contre les structures mêmes du pouvoir, celles qui tolèrent les exceptions tant qu'elles ne s'organisent pas, tant qu'elles ne s'imposent pas comme alternative. Et pourtant, au fond d'elle, une certitude grandissait. Elle n'était pas seule. Chaque mot qu'elle recevait de personnes qu'elle ne connaissait pas, chaque message de femmes invisibles, de travailleurs effacés, renforçait son engagement. Elle ne représentait pas tous, mais elle ouvrait une voie. Et cela personne ne pourrait l'effacer. La notoriété grandissante de Claire n'avait pas modifié son rythme de travail. Chaque jour, elle arrivait tôt, prenait le temps de saluer son équipe, de vérifier les moindres détails du site, de corriger, ajuster, optimiser. Elle n'oubliait rien, ni personne. Pourtant, à mesure que le prestige de son nom dépassait les frontières du groupe, une pression latente s'accentuait. Les sollicitations externes se multipliaient, offres d'emploi dans d'autres chaînes, propositions de collaboration avec des consultants, invitations à écrire un livre. Claire restait ferme dans ses refus. Elle n'avait jamais recherché la célébrité, mais elle comprenait aussi qu'elle était à une croisée des chemins et que l'immobilité serait cette fois un choix aux conséquences irréversibles. Dans ce contexte déjà chargé, un événement inattendu changea le cours des jours. Elle reçut une invitation officielle à participer à une table ronde à Genève, aux côtés de dirigeants internationaux de l'hôtellerie. Parmi les noms annoncés figurait celui de Thibault Morel. Ce serait leur première rencontre publique depuis Bordeaux. Aucun message n'avait précédé l'invitation. Pas un mot, pas un avertissement. Elle comprit que ce face-à-face n'était pas fortuit. Elle hésita longuement. Y aller signifiait accepter que leur histoire soit, pour la première fois, exposée sous un regard externe, même s'il ne s'agissait que d'un contexte professionnel. Refuser, en revanche, serait perçu comme un recul, une fuite. Elle choisit d'y aller. Mais elle se prépara non pas avec appréhension, mais avec lucidité. Elle savait qu'il ne s'agirait pas seulement d'un débat sur la gestion hôtelière. C'était une confrontation entre deux trajectoires autrefois parallèles, aujourd'hui divergentes. Le jour venu, elle arriva à Genève la veille, seule, logée dans une chambre discrète.
Le matin, de la table ronde, elle enfila un tailleur sobre, bleu nuit, les cheveux attachés, aucun bijou. Dans la salle, une centaine de personnes, journalistes, cadres, investisseurs. Les caméras de quelques chaînes spécialisées filmaient en direct. Claire s'assit à côté d'un ancien ministre reconverti dans le conseil stratégique. Thibault arriva en dernier. Costume gris anthracite, le visage fermé. Il s'installa 2 places à sa gauche. Ils échangèrent un regard bref. Pas de salut, pas de sourire. Le débat s'ouvrit sur la question de l'innovation dans les structures hôtelières. Claire parla en première. Elle exposa avec clarté l'importance d'impliquer les équipes dès la phase de conception, de considérer le personnel comme des co-concepteurs du service et non comme de simples exécutants. Elle évoqua son expérience à Bordeaux, les décisions prises, les résistances rencontrées, les solutions trouvées sans imposer mais en fédérant. Sa voix était ferme, posée, assurée. Thibault parla ensuite. Il adopta un ton plus analytique, plus distancié. Il évoqua les modèles d'investissement, les contraintes réglementaires, la nécessité de préserver une vision stratégique cohérente. Il ne fit aucun commentaire direct sur Claire ni sur ses pratiques, mais chacun dans la salle percevait le sous-texte. 2 écoles, 2 approches, 2 philosophies. À la fin de la séance, une question venue du public força un moment inattendu. Un journaliste demanda à Claire si elle pensait que sa trajectoire aurait été possible sans la rencontre avec Thibault Morel. La salle retint son souffle. Elle répondit calmement « Je ne renie rien de ce qui m'a mené ici. Mais je ne suis pas le résultat d'un regard. Je suis le produit de mes choix. » Elle sentit le regard de Thibault sur elle, mais ne se retourna pas. Elle savait qu'en répondant ainsi, elle affirmait une distance définitive. Ce qu'ils avaient à partager ne pouvait plus revenir. Elle n'était plus une protégée. Elle n'était pas non plus une ennemie. Elle était devenue une égale. Et peut-être était-ce là le véritable point de rupture. Après la conférence, alors qu'elle quittait la salle, Thibault l'attendait à l'entrée. Ils se regardèrent sans mots. Il lui tendit un livre qu'il avait mentionné durant le débat, un essai sur les mutations du pouvoir. Elle le prit, le remercia d'un signe de tête. Il dit simplement « Tu vas plus loin que je ne le pouvais ». Elle répondit « Et toi, tu m'as poussé sans le vouloir ». Ils se séparèrent sans effusion. Pas de mains serrées, pas de mots de trop. Juste ce silence dense, comme une dernière page qui se tourne avec lenteur. Claire retourna à son hôtel, l'ouvrage en main. Ce soir-là, elle lut le prologue. Puis, au lieu de noter dans son carnet, elle le referma, le posa sur la table de chevet et resta assise face à la fenêtre, regardant les lumières de la ville s'étendre jusqu'à l'horizon. Elle avait rompu un lien, pas par colère, ni par mépris, mais parce qu'il était temps. Parce qu'on ne peut pas grandir dans l'ombre d'un début, aussi fondateur soit-il. Parce qu'il arrive un moment où la fidélité devient une entrave, même quand elle est faite d'admiration. Elle ne savait pas encore ce que le lendemain exigerait d'elle, mais elle savait qu'elle avancerait seule désormais, non par isolement mais par nécessité, et que ce silence nouveau, loin d'être une perte, serait l'espace d'une renaissance. La décision fut prise sans fracas, sans réunion, sans avertissement préalable. Claire, après plusieurs semaines de réflexion silencieuse, convoqua une entrevue avec la direction du groupe. Elle y arriva seule, sans conseiller, sans note, vêtue simplement. Lorsqu'elle entra dans la salle de réunion, les visages qui l'attendaient, familiers désormais, affichèrent une attente mêlée de respect et d'appréhension. Certains s'attendaient peut-être à une revendication, d'autres à une annonce d'élargissement de ses fonctions, voire une proposition de prise de participation dans la structure. Mais ces premiers mots les déconcertèrent. « Je suis venu pour vous informer que je quitte le groupe ». Le silence qui suivit fut total. Un membre du conseil, celui-là même qui autrefois l'avait interrogé sur sa légitimité, se pencha en avant, comme s'il n'avait pas bien entendu. « Quitter ? Vous venez d'être confirmé à un poste de direction que beaucoup convoitent. Pourquoi partir maintenant ?» Claire le regarda sans détour. « Parce que rester serait renoncer à ce qui m'a porté jusqu'ici. Parce que mon rôle, dans cette entreprise, a déjà été joué. » Elle refusa poliment toute tentative de négociation. Elle ne partait pas pour un poste ailleurs, ni pour créer sa propre société, ni même pour écrire un livre. Elle partait pour se retrouver, pour ne plus être une fonction, une image, un symbole. Elle partait parce qu'elle voulait recommencer, ailleurs, autrement, loin des regards qui avaient trop interprété chacun de ses gestes. Les réactions furent variées.
Certains collègues lui exprimèrent une admiration discrète, d'autres un soulagement à peine voilé. Le groupe publia un communiqué laconique. Claire Dubois, directrice d'exploitation du site de Bordeaux, quitte ses fonctions pour raisons personnelles. Nous lui souhaitons le meilleur dans ses projets futurs. Aucun mot sur son parcours, sur son impact, sur ce qu'elle avait incarné. Mais cela ne la surprit pas. Elle savait que sa trace ne serait pas racontée dans les documents officiels. Elle vivrait ailleurs. Le jour de son départ, l'équipe qu'elle avait elle-même constituée l'accompagna jusqu'à la sortie. Aucun discours, aucune cérémonie. Juste des regards, des mains serrées, une émotion contenue. Une jeune femme de l'équipe, récemment promue, l'arrêta à la porte et lui dit « Ce n'est pas ce que vous avez fait qui m'a marqué, c'est que vous n'ayez jamais cessé d'être vous-même, même quand vous étiez la seule. » Claire lui sourit, simplement, puis partit. Elle prit un train pour une ville dont elle n'avait jamais parlé à personne. Elle s'installa dans un petit appartement, près d'un fleuve, dans un quartier calme, anonyme. Elle reprit une vie sans horaires imposés, sans réunions, sans directives. Elle se levait avec le soleil, allait au marché, lisait des livres qu'elle avait autrefois laissés en suspens. Elle écrivit parfois sans ambition de publier, mais pour comprendre. Elle marcha longuement chaque jour, découvrant des rues sans histoire, des visages sans intention. Elle redevenait une femme parmi les autres. Et cela, plus que tout, lui faisait du bien. Mais son histoire, elle, ne s'effaçait pas. Elle avait ouvert une brèche dans un monde qui n'en voulait pas. Elle avait prouvé qu'on pouvait, sans réseau ni passe-droit, franchir les seuils réservés aux puissants, et que le prix de cette traversée n'était pas seulement l'effort, mais aussi la solitude. Des jeunes femmes lui écrivaient encore, trouvant son adresse par des moyens détournés. Elles demandaient des conseils, partageaient leurs doutes. Claire leur répondait toujours, pas pour leur montrer le chemin, mais pour leur dire que leurs doutes étaient légitimes, qu'il était même le signe qu'elles étaient sur la bonne voie. Thibault, lui, ne réapparut plus, aucun message, aucun appel. Claire imagina parfois qu'il avait lu les articles, suivi les dernières annonces, su qu'elle avait quitté le groupe. Mais il garda le silence. Elle respecta cela. Il s'était déjà tout dit, en creux, dans les silences échangés sur le toit de Bordeaux, dans la tension du regard à Genève. Elle ne nourrissait ni regret ni amertume. Leur histoire, intense et brève, avait été le déclencheur. Il avait été le miroir dans lequel elle s'était reconnue. Et puis, elle avait avancé seule. Des années plus tard, dans un colloque sur les mutations du leadership, une chercheuse cita son nom en conclusion d'un exposé. Claire Dubois nous a montré que l'autorité véritable ne réside pas dans la domination, mais dans l'intégrité. Elle n'a pas conquis un titre, elle a imposé une posture. Personne ne sut vraiment ce qu'elle était devenue. Quelques rumeurs parlaient d'un projet social dans le sud de la France, d'un centre de formation pour jeunes sans diplôme. D'autres affirmaient qu'elle écrivait un essai sur le pouvoir invisible. Mais aucune photo récente, aucune interview n'était venue confirmer ces hypothèses. Claire, elle, se contentait de vivre, avec moins de monde autour, mais plus d'elle-même en elle. Elle savait que les grandes batailles ne se gagnent pas dans les salles de réunion, mais dans les choix quotidiens de ne pas trahir ce que l'on est devenu. Et elle était devenue cette femme, debout, libre, effacée peut-être, mais indélébile.